quelques places devant s'il y en a qui sont preneurs ou preneuses. Il reste des places devant, si vous voulez. Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et d'avoir bravé le Covid pour venir, ce qui prouve déjà que vous êtes déjà des acteurs de changement, très engagés pour faire bouger les choses, et que si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est vraisemblablement parce que vous aussi, dans votre organisation, quelle qu'elle soit, dans votre entreprise, et qui que vous soyez collaborateur, manager, RH, responsable du développement durable, dirigeant, vous avez envie de pouvoir faire bouger les choses et de répondre à la fois aux enjeux concrets de votre entreprise et aux défis mondiaux, qui sont la raison pour laquelle nous sommes tous réunis là aujourd'hui, en conciliant sens, performance et impact. Donc déjà, bravo d'être ces acteurs de changement en étant là aujourd'hui. Et si vous êtes là, c'est vraisemblablement que vous avez cette envie, mais que vous ne voyez pas forcément comment faire. Et donc, ce que nous allons faire pendant cet atelier, c'est pas voir si c'est possible, mais voir comment le faire, et le faire concrètement. Et nous allons voir que le véritable changement, il est dans l'évolution du savoir-être. Notre savoir-être, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est notre manière d'être, notre façon d'être. C'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je ressens, c'est tout ce que je fais, je ne fais pas, tout ce que je dis, tout ce que je ne dis pas, toutes mes qualités, tous mes défauts, tous les engagements que je prends et que je concrétise ou pas. C'est tout ça, notre savoir-être. Et nous allons voir que notre savoir-être et l'évolution du savoir-être, c'est vraiment la clé pour réussir à obtenir ce que vous avez tous envie de faire et de mettre en place. Et c'est le leadership éthique, en fait, c'est précisément ce que nous faisons en leadership éthique. C'est permettre d'évoluer, de faire évoluer le savoir-être pour arriver à des choses extrêmement concrètes. Et vous allez pouvoir voir aussi à quel point cette démarche, que vous allez voir incarnée dans un exemple très concret, est à la fois extrêmement efficiente et déclinable dans tous les secteurs d'activité. Et donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet, on va revenir en quelques mots sur la définition du sens, puisque c'est un des éléments clés de la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas faire un retour sur tous les philosophes, les psychologues et maintenant les neurologues qui se posent aussi la question. Le sens, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avoir du sens, c'est répondre à un de nos besoins fondamentaux et universels que nous partageons tous sur cette planète en tant qu'êtres humains. Et c'est pouvoir, pour avoir une vie de qualité, nous épanouir en réalisant un projet de qualité et en concrétisant des actions concrètes pour le mettre en place. Et donc, pour vous parler de ça aujourd'hui, nous allons donc être trois. Christophe Audouin, qui est président général de Les Prairies Bio, lait de vache et faire bien. Nicolas Métraud, fondateur de Kinomé, et moi-même, Gwenola Blick, consultante en leadership éthique et fondatrice de Infuse Éthique. Et bien voilà, c'est parti pour cette présentation qui va vraiment vous apporter des propositions innovantes et des solutions concrètes. Et donc je vous propose d'être déjà un acteur de changement tout de suite maintenant, en étant dans l'ouverture pendant toute cette présentation qui va pouvoir aussi parfois chatouiller un peu des choses chez vous, donc vraiment être dans l'ouverture et dans une démarche positive et constructive. Et Christophe, merci à toi de nous partager ce qui t'a amené en fait à là où tu es aujourd'hui. Merci. Ah oui, nos photos. Bon, il ne faudra absolument pas hésiter à m'interrompre si je fais trop long, pour qu'on puisse avoir suffisamment de temps pour discuter. Merci à vous deux de m'inviter à témoigner. Ce que je vais faire, je ne suis évidemment pas un professionnel de ce genre d'évolution dont on va parler. Moi, je vais simplement témoigner de mon expérience, de notre expérience, nous les Prairies Bio, et vous montrer à travers finalement la preuve d'un changement, le fruit de la collaboration qu'on a eue notamment avec Kinomé, et Nicolas et Sophie. Donc je vais poser cela, je vais vous montrer d'où on part et où on est aujourd'hui, et puis Gwenola et Nicolas derrière vous expliqueront comment on s'y est pris plus précisément. Alors,
Oui, on peut rester là-dessus. J'aime beaucoup cette photo. C'est la fille d'un de nos éleveurs. C'est une photo prise en Normandie. Donc, les Prairies Bio, vous connaissez peut-être, c'est une entreprise filiale du groupe Danone, plus connue pour ces deux marques, qui sont les deux vaches, qui est aujourd'hui, si on doit présenter l'entreprise, ça se fait encore à travers des chiffres et des indicateurs classiques de performance. C'est une entreprise qui est leader sur le marché de l'ultra frais, qui fait à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a attaqué il y a 14 ans à partir de rien du tout, puisque c'est une sorte de spin-off il y a 14 ans, créé chez Danone. On n'a pas créé une marque à l'époque, mais on a décidé de construire une entreprise de toutes pièces. Et c'est d'ailleurs grâce au fait qu'on ait une entreprise qu'on a, à un moment, on s'est posé la question de notre raison d'être et de quoi on servait en France et en Normandie, qui est beaucoup plus puissant qu'une marque encore. Donc on est il y a 14 ans au sein du groupe Danone. Moi, je suis la plus ancienne vache du troupeau, et en bio, on réforme les vaches beaucoup moins vite qu'en conventionnel, donc j'ai la chance d'être encore là, à la tête de cette belle boîte. On est Bicorp, on est bio depuis toujours, bien sûr, et puis on est équitable depuis peu de temps, et pour nous, l'équitable est la deuxième jambe pour avancer et pour essayer de changer le monde à côté du bio. Parce que demander beaucoup à nos éleveurs, essayer de changer les pratiques, c'est bien, par un cahier des charges, mais c'est encore mieux quand on l'encadre avec des pratiques d'achat qui sont équitables, que vous connaissez peut-être. Les entreprises Bicorp comme les nôtres rechallengent le rapport à la réussite, et on essaye d'être performant, d'être globalement très performant, et de ne pas limiter notre impact à du chiffre d'affaires, de la part de marché ou de la profitabilité. On essaye d'être pas forcément la meilleure boîte du monde, mais meilleure pour le monde. Ça, c'est ce qui nous lie tous chez Bicorp. Et on est en train de passer notre deuxième réévaluation, d'ailleurs, en ce moment, 3 ans après avoir été certifié pour la première fois. Ce que je veux vous dire et j'ai un peu parlé de ça tout à l'heure, notre organisation, notre gouvernance chez Danone, qui fait de nous une entreprise filiale de Danone, au même titre que Danone France, Blédina par exemple, est super important. C'est-à-dire que moi je dis souvent, une des raisons qui explique la réussite des Prairies Bio et de lait de vache depuis quelques années, c'est notamment la façon dont on est organisé en réalité, et ce choix qu'on a fait d'organisation avec une gouvernance très particulière qui est celle d'une filiale, d'une entreprise qu'on a voulu la plus autonome possible, la plus agile, pour être capable, il y a 14 ans et encore aujourd'hui, de faire des choses que personne ne faisait chez Danone, que ce soit dans la façon de travailler avec les filières, dans le leadership et le management des équipes, dans la façon de communiquer et de travailler avec les clients, ou même de parler autrement aux consommateurs. Et donc, pour faire différemment, il faut s'organiser différemment. Cette organisation a été très, très, très longtemps notre très grande force. Parce qu'en fait, on a pu être libre, autonome, agile. Et en réalité, on a pu faire exactement ce qu'on voulait, pour une raison qui est très, très simple. Je vais le dire avec une sorte de grande modestie. C'est que la meilleure façon de faire quelque chose de façon libre dans un grand groupe comme le nôtre, c'est de ne pas exister. Et en fait, chez Danone, pendant des années, on n'a pas existé. Mais on le voulait, en fait. Ça nous allait très bien. On n'était pas rentré chez les Prairies Bio pour l'ambition, la carrière, la visibilité. Nous, on avait simplement envie de donner du sens à notre activité et de mettre un peu de conscience dans un yaourt, comme on peut mettre de la conscience dans plein d'autres choses. Et on l'a fait, et on a été très, très heureux de cette façon-là, parce que finalement, le fait de ne pas exister, de faire peu de chiffre d'affaires, nous permettait de faire les choses différemment, de mettre en place des trucs extraordinaires avec notamment nos éleveurs, sans être embêtés par Danone, parce qu'en fait, nous n'existions pas. Et donc, en n'existant pas, je le dis de façon un peu provoque, parce que bien sûr qu'on existait un peu, sinon on n'aurait pas pu être payé et travailler, mais puis on faisait un peu de chiffre d'affaires quand même, mais c'était très pratique, ça nous permettait d'avancer, mais en réalité, sans qu'on s'en rende vraiment compte, notre impact était terriblement limité à notre activité. C'est-à-dire que voilà, on est parti avec 9 éleveurs, 10 éleveurs, 20, 45 aujourd'hui. Alors, on changeait les pratiques agricoles, par exemple, à hauteur de nos éleveurs. On changeait la façon de consommer un yaourt à hauteur des quelques millions de consommateurs qu'on adressait, ce qui est pas mal. Mais c'était assez limité. Mais finalement, ça posait un problème à personne, ni à Danone, ni à nous. Nous, on était dans notre monde, on était super contents. Et là, je vous ai montré, avant que les choses bougent assez sérieusement autour de nous, et notamment chez Danone, le travail sur la vision et la raison d'être, c'est ça, hein, de 2017. Voilà, là, on est quelques années, bien sûr, après le lancement, mais on est avant le début de tout un tas de choses qui vont bouger autour de nous, et notamment chez Danone, et qui vont nous amener à nous poser de sérieuses questions sur le village gaulois que vous voyez,
Et c'est comme ça qu'on se définissait. On était très fiers de ce village-là. En plus, l'endroit où sont nos éleveurs et notre usine est pile à l'endroit du village gaulois, entre la Bretagne et la Normandie, en Normandie en réalité. On était fiers de ça. Et puis il s'est passé deux choses, bon voilà, parmi d'autres, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui ne sont pas des signaux si faibles que ça. En 2015, c'est l'arrivée de Michel Augustin dans le groupe Danone, qu'on n'a pas accueilli super chaleureusement, autant vous dire les choses. Même si on est très potes maintenant, mais, parce qu'on a changé. Mais ça nous a fait bizarre, quoi. On s'est dit, mais mince, l'organisation agile, les joyeux militants d'un monde plus bio, c'est au moins aussi bien que Michel Augustin. Pourquoi Danone va faire l'acquisition d'une entreprise comme celle-ci, alors qu'à l'intérieur, Danone a déjà une pépite comme nous, qui travaille au moins, même si les résultats ne sont pas les mêmes, on ne joue pas sur le même terrain de jeu, mais de la même façon. Ça nous a un peu amené à nous poser des questions sur notre impact et notre performance réelle, même au niveau du rayonnement chez Danone, puisque Danone faisait l'acquisition d'une entreprise qui, soi-disant, est d'un business model qui n'existait pas chez Danone. Ben oui, il n'existait pas puisqu'on était invisible. Et puis le deuxième coup de boutoir dans notre belle histoire, c'est quand en 2017, Danone a décidé d'accélérer très très fortement sur le bio également. Et les choses se sont faites, pour se dire les choses très franchement, avec nous, mais surtout sans nous, quoi. C'est-à-dire que Danone est reparti d'une page blanche sur le bio et a finalement peu consulté les prairies bio, qui étaient pourtant le pionnier de ce nouveau modèle agroalimentaire, et notamment en bio chez Danone. Et donc, notamment l'arrivée de Danone en bio a eu deux conséquences. Une première, c'est l'instinct de survie. C'est qu'on s'est sérieusement posé des questions quant à notre place au sein du groupe Danone et la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter. Et d'une certaine façon, et ça nous a quand même assez servi, on a décidé de continuer à se radicaliser sur notre positionnement sur le marché pour justement reprendre le temps d'avance face à un marché qui commençait finalement à se banaliser, où on pouvait imaginer que le bio, la bio, nous comme on l'appelle, allait devenir une sorte de nouveau standard dans l'agroalimentaire. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à l'équitable et on ne le regrette absolument pas. Mais la radicalisation, elle a aussi des effets négatifs, c'est qu'on s'est beaucoup recentré sur nous. On s'est encore plus éloigné de Danone, les relations se sont terriblement tendues. Et les joyeux militants d'un monde plus bio, tels qu'on se décrivait à une époque, sont plutôt devenus de tristes radicaux, un peu sans illusion et assez agressifs vis-à-vis de leurs premiers voisins qui sont Danone. Et là, on se pose réellement la question de l'impact, c'est-à-dire que là, plus que jamais, on était repliés sur nous et on ne voulait surtout pas partager tout le travail de création de valeur qu'on faisait depuis des années. Le meilleur exemple, dont je parlais encore à Nicolas à midi, on a fait le commerce équitable, on a fait la contractualisation équitable sans en parler à Danone. Pourquoi ? Parce qu'on avait toujours fait comme ça. On a vécu caché pour réussir à faire les choses de façon différente. Et à aucun moment, on s'est posé la question de partager un trésor comme celui-ci avec un groupe comme celui-ci qui pourrait avoir un impact bien supérieur que nos 60 pauvres millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand juste à côté de nous, l'activité produit fait 1 milliard d'euros en France. Donc, voilà. Donc, c'est avec ça que j'ai rencontré Nicolas. Parce qu'on sentait bien qu'on avait un petit souci. Alors, franchement, au début, quand on a rencontré Nicolas, c'était pour travailler sur les filières exotiques. Donc, notre sourcing de matières premières, enfin de fruits exotiques notamment. Et puis, en fait, très vite, avant de parler des filières, on a parlé d'une autre filière qui est la filière humaine. On a parlé de filière et filiation avec Danone. Et très vite, on a plutôt été sur ce sujet-là, sur la question de l'impact et de la performance. Et de comment on passe du... Oh, tu peux changer de slide du coup. Comment on passe du village gaulois qui garde sa potion magique pour lui à un village qui est toujours là, qui a toujours sa place, qui a toujours ses limites, mais qui est au milieu d'autres choses, au mieux Danone en France, et encore mieux tout l'écosystème agroalimentaire en France. Et partant de cette place, de son activité, si on parle que de chiffres, 60 millions d'euros, comment je démultiplie l'impact au-delà des frontières du village gaulois. Et c'est là-dessus que Nicolas nous a très fortement interpellés et nous a fait travailler. Alors, je ne vais pas vous dire comment, je vais simplement vous donner le résultat. Ça, c'est après 2 ans de travail, tout ce qu'on a retravaillé ensemble et comment finalement, là c'est l'aboutissement, on a réussi à repositionner notre vision et notre raison d'être liée au travail, à la collaboration
avec Nicolas sur notre impact, notre leadership. Et donc ce travail sur la vision, il est là. Nous, entreprise, nous, Bicorp, nous voulons faire partie de la solution et ce dont on rêve tous, notre vision, c'est d'inventer l'entreprise qui justement va être capable de changer un nouveau modèle d'entreprise qui sera un acteur politique de la société. Et donc notre raison d'être telle qu'on la pose aujourd'hui, qui est le fruit du travail et de l'ouverture avec Nicolas, c'est cela, Equinomé, c'est d'explorer des nouvelles solutions, d'accord ? Et surtout, parce que donc là, le côté explorateur, c'est l'héritage des pionniers que vous voyez sur 2017, mais c'est surtout d'encourager tout notre écosystème à également avoir un impact positif sur les hommes, les animaux et la planète. Et quand on dit encourager, c'est inspirer. Parce qu'à un moment, on s'est dit qu'on n'allait pas avoir besoin de collaborer, mais que juste en racontant des belles histoires et en intervenant à des conférences comme ça, on allait pouvoir inspirer et faire changer les choses. Mais en réalité, ce n'est pas suffisant, il faut encore aller plus loin. Donc il faut rendre possible et il faut collaborer. Ce qu'on essaye de faire de façon beaucoup plus active avec toutes les parties prenantes, à commencer par les premiers qui sont nos voisins même dans nos bureaux, qu'est Danone. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Christophe, bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir nombreux. Pour aller directement au sujet, moi ce qui m'a passionné dans cette relation que nous avons construite qui continue, c'est qu'en fait, aujourd'hui on parle sens, performance, impact. Du sens, il y en avait plein déjà. De la performance, il y en avait pas mal. L'impact, ils étaient un peu persuadés qu'en fait leur impact était limité à leurs 45 éleveurs. Et ce que nous avons changé ensemble, avec l'équipe qui nommait, c'est justement de leur donner conscience de leur potentiel de faire beaucoup plus. Et pourquoi j'ai pensé que c'était pertinent pour aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous êtes toutes et tous dans ce cas. Nous avons tous un trésor, nous avons tous des rêves, nous avons tous des qualités, un parcours. Et souvent, nous pensons qu'en fait, il est inutile ou insuffisant pour contribuer au monde que nous avons envie de changer. Et en fait, c'est faux. Il faut juste reprendre conscience et se mettre en route. Et je vais partager avec vous 2-3 outils qui viennent du leadership éthique, de cette ingénierie de travail sur soi et sur le monde, en améliorant la vie quotidienne du plus grand nombre. Alors pourquoi une entreprise qui veut dire l'œil de l'arbre, qui nommé ça veut dire l'œil de l'arbre en japonais, on est arrivé là. Déjà, Kinome, c'est le résultat d'un repositionnement personnel, de mon propre repositionnement, comme vous êtes certainement les unes les uns en recherche, ou déjà vous êtes repositionné. Parfois, se repositionner, ça veut dire changer la direction de son regard. Gunnar nous en parlera tout à l'heure. J'ai travaillé pendant une grosse quinzaine d'années dans des entreprises classiques où j'ai bien réussi, où je me suis éclaté, mais il y avait un manque de sens. Et donc, j'étais sur la longue liste, c'était il y a une quinzaine d'années, elle était un peu moins longue qu'aujourd'hui, mais elle existait déjà, des cadres dirigeants qui voulaient plus de sens en le conciliant, ce sens avec la performance, et avec l'impact. L'impact, je dis toujours, c'est pas le fait de frapper dans ma paume, c'est ce que ça laisse. C'est la trace, c'est ce qui dure. Alors ça peut être juste taper dans une paume, mais ça peut être changer les conditions de vie d'un village, d'une entreprise, d'une planète. La vocation de Kinome, d'autres appelleront ça la raison d'être ou la mission, c'est de changer le regard de l'être humain sur soi-même et sur la nature. Tant qu'on met la biodiversité, la forêt, c'était mon point de départ, l'arbre, et ça l'est toujours, sous cloche, on n'y arrive pas. C'est une espèce de lutte armée contre celui qui aura les plus gros moyens de dépasser les fils de fer barbelés, de les protéger ou pour récupérer la corne du rhinocéros ou autre chose. Le jour où ça marche, c'est ça mon intuition de départ, c'est où en fait tout le monde y a un intérêt. Et pour ça, il y a besoin de se changer soi. Comment je peux changer les autres si je ne me change pas moi? Et c'est pour ça qu'en fait la clé d'entrée, ça a été le leadership éthique, c'est-à-dire la recherche, l'innovation sur l'amélioration. L'éthique, c'est pas moral, parce que la morale, ça change tout le temps. La morale de mes enfants n'est pas la même que la mienne ou celle de mes parents, mais c'est quelque chose qui est universel, qui est la satisfaction des besoins fondamentaux et universels, puisqu'ils le sont, qu'on soit papou, français ou malgache, d'aujourd'hui ou d'il y a 30 ans, ou d'il y a 300 ans, de ces besoins fondamentaux que nous partageons tous, j'y reviendrai après. Et donc Kinome s'est construit comme ça, avec une approche intégrée, avec une théorie du changement qui disait d'abord on a besoin de se changer soi, ensuite d'aller conseiller les décideuses et les décideurs à haut niveau en ayant les deux pieds et les deux yeux en même temps sur le terrain pour que ça soit bien cohérent, et ensuite transformer ça en projet
Et enfin, le partager au plus grand nombre, comme on fait aujourd'hui. C'est les 4 métiers qui nommés, qui en général ne sont pas faits par les mêmes. Ils ne sont pas sous le même toit. En fait, nous, on a décidé de le faire sous le même toit, mais avec une myriade de partenaires. Et donc, depuis le départ, en fait, on a une empreinte globale, dans une 30aine de pays maintenant, avec une centaine de partenaires. Ça augmente tous les jours. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on peut changer un paradigme. Alors pourquoi ça nous amène à lait de vache? Parce qu'en fait, dès le départ, on s'est dit, mais si on veut changer le comportement, il faut qu'on puisse le prouver et le montrer aux gens. Donc il faut mesurer son impact. Pas l'arbre, pas compter les arbres, ou pas seulement compter les arbres, mais voir ce que ces arbres ils ont donné comme fruits, et ce que les personnes que ces fruits ont nourri, les emplois qu'ils ont créés, les tsunamis qu'ils ont pas empêchés, mais dont ils ont réduit les impacts, le nombre de tonnes carbone éventuellement qu'ils peuvent avoir séquestrés, mais en rentrant par l'être humain. Et donc en fait, on a tout simplement petit à petit utilisé ça pour d'autres. Et comme il n'y a pas d'agriculture sans arbres, il n'y a pas de lait de vache sans vache, il n'y a pas de vache sans arbres, et ben on en est arrivé effectivement aux ingrédients, mais très vite on est revenu à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'être humain. Alors, je vais vous partager maintenant, dans le slide d'après, des outils que nous avons utilisés avec Christophe et son équipe, mais qui vous concernent tous, qui peuvent être utilisés dans toutes les entreprises, dans toutes les institutions, et même pour vous personnellement. Première chose, c'est la vision. Donc ça, c'est fondamental. C'est le trésor. Notre vision, c'est le futur que nous souhaitons. C'est le téléchargement anticipé de la situation finale de votre projet. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous ferait? J'ai écrit un livre un jour, vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Ça s'écrit « Qu'est-ce qui te ferait danser de joie ?» Moi, ce qui me ferait danser de joie, c'est que tous les enfants du monde, et vous aussi les adultes, et nous aussi les adultes, nous puissions nous épanouir pleinement et donner notre plein potentiel grâce à une nature préservée, restaurée et valorisée. Ça, c'est ma vision à moi. D'accord? Alors, on est loin des vaches, mais c'est ça qui me fait lever le matin. À partir de là, ça, c'est un trésor. Et donc, la première chose que j'ai faite avec ton équipe, on en reparlait aussi tout à l'heure, c'est d'aller leur demander individuellement qu'est-ce qui les ferait danser de joie. Et ensuite, dans un atelier de groupe, de leur reposer la question. Qu'est-ce que tu veux pour le monde? Quel est ton plus gros coup de gueule et quel est ton plus gros coup de cœur? Qu'est-ce que tu veux changer? Ça, posez-vous cette question. Si vous repartez de cette salle déjà avec ça, vous aurez avancé. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir sur cette planète? Qu'est-ce que vous voulez absolument voir? À partir de là, c'est défini, et sur la base d'énormément de choses qui existaient déjà, un futur souhaitable. Une industrie agroalimentaire avec des impacts positifs sur les hommes, sur les animaux, sur la planète. Comment on y arrive? Ça, c'est ce qu'on appelle d'habitude la stratégie. Là, nous, et c'est la stratégie, on a emprunté un outil au monde du développement qui s'appelle la théorie du changement. Ça n'a de théorie que parce que c'est fait au départ du projet. C'est comment je vais, par mes activités concrètes, générer des changements successifs qui vont me faire passer de la situation de départ à la situation d'arrivée. Ma vision. Vous êtes d'accord? Ça va? Ça, c'est la stratégie, c'est le chemin. La stratégie, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais d'être leader mondial de telle catégorie de produits ou de services. Ça, c'est un moyen et encore, très imparfait. La stratégie, c'est quels sont les changements que je cherche à opérer et quelles sont les activités que je mets en face. Les activités, ils les avaient aussi. Par contre, je leur ai peut-être apporté une vision globale qui inclut ce dont a parlé Christophe, sur la vision du marché, sur la connaissance aussi du groupe, et puis mon expérience d'entrepreneur social, de fellow Ashoka, de personnes qui s'étaient repositionnées plusieurs fois pour qu'on puisse voir ensemble comment remettre dans le bon ordre certaines choses. Par exemple, effectivement, j'ai été presque fâché qu'ils ne mettent pas autant en avant qu'ils pouvaient le fait qu'ils soient la première entreprise industrielle à faire du commerce équitable en France. Le commerce équitable, ça a été inventé au sud, sur le cacao, sur la banane, etc. Et il est grand temps que ça vienne au nord. Et ils le font avec le lait. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Ou pas plus? Il a expliqué pourquoi tout à l'heure. Et donc, en discutant de tout ça, on est arrivé ensuite à la raison d'être. La raison d'être, c'est intéressant, la raison d'être. La raison d'être, c'est pourquoi je me lève tous les matins. C'est ce qui, d'un point de vue, un peu plus concret et temporel que la vision, me fait avancer vers cette vision. Pourquoi je me lève le matin? Pour faire avancer l'industrie laitière et l'industrie agroalimentaire en général vers des impacts positifs pour la planète, pour les animaux et pour les êtres humains. Voilà, ça c'est une raison d'être. C'était ces 3 piliers tout à l'heure, en parlant aux consommateurs pour qu'ils consomment mieux, c'est son slow,
en prenant des initiatives innovantes pour les éleveurs, par exemple, les aider à prendre des vacances. Un des drames des éleveurs, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de vacances. Donc ça, c'est innovant, comment faire ça. Et quand on prend des vacances, on se repose, on prend un peu de recul, on pense à l'avenir, on améliore sa ferme, etc. Et Care, qui est plus embarqué encore plus, je résume, hein, il y a plein de choses, c'était très riche, c'est incroyable ce qu'il y avait là-dedans. Comment on s'occupe de son écosystème. Voilà, ça c'est une stratégie du coup qui vient au service d'une raison d'être. Maintenant tout ça, en fait, ça sert à rien si ça ne nous rapproche pas de la vision. Et en fait, donc du futur souhaité. Et c'est là où vient le dernier élément qui a été un peu le changement de paradigme, hein, je pense, chez vous, qui est le jour où vous m'avez dit, ouais, effectivement, nous, on a un impact auprès de 45 éleveurs. Je me dis, mais... Je vais vous dire ce qui m'est venu. Merde, non, c'est pas possible. Ils font beaucoup plus avec toutes leurs innovations, avec leur exemplarité. Et donc, l'impact, c'est de passer d'indicateurs de résultats, par exemple, un nombre de fermes, par exemple, un nombre de litres de lait, par exemple, un nombre de consommateurs, à des effets qui sont au-delà des impacts, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai comme effet sur mes éleveurs, sur mes indicateurs, sur mes consommateurs, sur mes collaborateurs, et surtout à des impacts. Qu'est-ce que ça va changer sur les territoires? Qu'est-ce que ça va changer pour l'industrie? Qu'est-ce que ça va changer pour les jeunes qui rentrent chez nous et qui ont un peu perdu la foi dans l'entreprise, par exemple? Ça, c'est un impact. C'est la stabilisation dans le temps de la vision. Tout ça, ça a trait à de l'humain. C'est l'humain qui crée les problèmes, vous le voyez dans la slide sur Kinome, c'est l'humain qui apporte les solutions. Et ça, il faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la pauvreté, c'est vrai pour la biodiversité, c'est vrai pour nos trajectoires de vie. Nous avons tous le pouvoir de changer notre trajectoire parce que, en général, ce qui nous a empêchés d'avancer, certes, ça vient du contexte, mais ça vient aussi de nous et parfois, souvent de nous. Alors, un dernier exemple d'outil qu'on a utilisé, en fait, c'est juste pour vous montrer que tout ça est dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où il y avait du sens de la performance, où il n'y avait pas de sens, pas de performance et pas d'impact, et puis on va vers une autre situation où il y a les trois. Non, il y avait déjà énormément de sens, il y avait énormément de performance, en tout cas elle était croissante, et il y avait la performance. Par contre, il n'y avait pas encore de mesure d'impact, mais il y avait déjà de l'impact, sauf qu'il était pas vu, pas visible, ou pas mesuré plutôt. Pour mesurer l'impact, en fait, il y a une boucle d'évolution à mettre en place. Et selon votre entreprise, votre association, c'est vrai dans l'administration, c'est vrai partout. En fait, d'abord, regardez les situations concrètes. Nous sommes dans la matière. Regardez les situations concrètes. Analysez ces 7 besoins fondamentaux et universels dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons tous besoin de nous sentir en sécurité. Pas besoin de vous faire du dessin avec le Covid. Nous avons tous besoin d'être en santé. Pareil. La santé, ça ne suffit pas. Autrement, il n'y aurait pas autant de Prozac dans l'eau du robinet à Paris. Il faut être aussi en équilibre. Le respect des différences, mais aussi le respect de la vie en général. Tout ça, c'est un premier socle. Et puis, aussi important, l'inclusion. Se sentir inclus dans des cercles humains, successifs. L'accès à la connaissance, à une information de qualité. Là aussi, on voit que c'est super important dans les temps qui courent. Et enfin, la réalisation de soi, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, tout ça, ça accourt partout. Quelle que soit votre religion ou votre absence de religion, quel que soit votre âge, la couleur de votre peau, le moment dans l'histoire où vous avez vécu. Ça permet, en fait, comme c'est universel, de faire des passerelles entre les gens qui travaillent pour les 2 vaches, entre les gens qui se travaillent dans les fermes, entre les gens qui mangent leur yaourt, entre les gens qui sont au siège de Danone, entre les gens qui sont dans cette salle. On a tous les mêmes besoins, donc à un moment, ils se rejoignent. Et ça permet ensuite de faire un plan de progrès qui dit comment on va améliorer les besoins de tous ces gens-là, avec cette boussole. Et puis on le met en place avec des indicateurs d'impact qui, by the way, sont connectés aux objectifs du développement durable, aux KPIs des entreprises, aux certifications, à tout ça, et qui sont des blocs importants, mais pas suffisants si vous voulez changer le paradigme. C'est-à-dire qu'on revient ensuite sur la situation, et puis on voit comment ça a bougé. Et puis éventuellement, on rechange les indicateurs, pas trop souvent quand même, pour voir comment on peut accélérer le changement. Et ça amène, et je te repasse la parole, à quoi ? Un repositionnement. Et là, par exemple, il y avait un repositionnement qui est de se dire, en fait, on va continuer à regarder nos indicateurs de résultats, et on en a plein des bons, mais on va mettre le paquet
sur les impacts. Et Gwenola va vous dire comment. Merci Nicolas. Donc moi, pourquoi je suis là aussi aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu un repositionnement chez moi, de passer de bon élève qui fonctionne bien dans des grands groupes internationaux avec plein de responsabilités, mais à quoi ça sert au fond ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'accompagne d'autres personnes comme ça et d'autres entreprises, en fait des entreprises, pour à leur tour pouvoir créer toute cette qualité que Nicolas vient de vous expliquer. Et donc, comment remettre l'humain véritablement au cœur des préoccupations et des stratégies des entreprises, parce que tout part de là et tout revient là, y compris les solutions. Et donc voilà, c'est toute une ingénierie qui permet de développer le potentiel dans chacun d'entre nous, développer de nouvelles compétences qui vont pouvoir permettre en fait de répondre à ces besoins fondamentaux que nous avons tous, quel que soit le secteur d'activité. Et donc par à la fois du conseil en stratégie, donc redonner du sens à votre entreprise et votre organisation et lui permettre aussi d'accéder à cette dimension d'innovation qu'on trouve encore trop peu aujourd'hui, et accompagner les personnes pour pouvoir le faire en autonomie. Et donc nous avons décidé aujourd'hui en fait de vous parler plus précisément, parmi tous les repères et tous les outils qui ont été utilisés, nous avons décidé de vous parler du repositionnement. Pourquoi ? Pour que vous repartiez avec la compréhension et le ressenti que chacun d'entre vous, vous pouvez faire exactement ce qui s'est passé chez Lait de Vache. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit et la position dans laquelle vous êtes, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, si vous vous donnez les moyens. Et les moyens, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si ce point représente quelqu'un dans une entreprise, un collaborateur, un manager, un dirigeant dans une entreprise, eh bien cette personne fonctionne avec qui elle est, avec toutes ses qualités, tous ses défauts, et aussi ses peurs, ses jugements sur elle-même et sur sa capacité à faire bouger les choses, sur les autres et à leur capacité à entendre ce qu'il faudrait bouger et à aussi se mettre en mouvement. Et puis cette personne, un jour, assiste à un atelier qui va parler de leadership éthique et puis commence à apprendre que en fait, c'est possible. Et puis cette personne apprend aussi que nous avons tous, chacun d'entre nous, un potentiel qui est absolument incroyable et extraordinaire. Nous avons tous une capacité, un potentiel de création et de concrétisation qui est absolument incroyable et nous n'en avons pas conscience. Pour autant, vous en êtes les preuves vivantes, puisque chacun d'entre nous, dans cette salle, nous avons fait 2 à 3 000 essais avant de réussir à marcher. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que 2 à 3 000 fois, nous avions cette envie, nous voulions aller là, et nous avons essayé, et on est tombé, on s'est fait mal, on a eu des bleus, on a pleuré, et on a recommencé, et d'une autre manière, jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc bien que nous l'ayons, dans son immense globalité, oublié, nous avons tous ce potentiel-là. Non seulement de faire, d'imaginer, de concevoir une vision, mais aussi de l'implémenter et de la concrétiser. Et donc voilà, cette personne assiste à un atelier qui parle de leadership éthique, découvre tout ça et se dit, tiens, pourquoi est-ce que moi, j'essaierai pas ? J'ouvre, ok, et je vais commencer à lâcher, je décide de commencer à lâcher certaines peurs, certains jugements sur moi, sur les autres. Et donc, cette personne se repositionne. Et cet espace-là, que vous voyez, c'est l'espace du savoir-être. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette personne, dans ce qu'elle voit, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas, il y a eu un changement. Elle ouvre. Moins de peur, j'y vais, je me lance. Et puis surtout, je vois aussi en face que, tiens, il pourrait aussi avoir envie et ouvrir. Et donc, ça crée quoi si je continue les flèches là, qui sont là ? L'espace qui est là, c'est l'espace du savoir-faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la seconde où il y a cette ouverture et cette décision du « j'y vais », je commence, je me lance, quand cette personne va parler de son projet, elle ne va pas en parler de la même manière. Donc dans sa communication, ça va changer. Quand cette personne va se poser la question « mais au fond, de quoi est-ce que j'ai envie ?» Ça change tout, c'est ce que nous disait Christophe, c'est on passe du petit village gaulois qui essaie de faire son truc dans son coin, hein, mais attends, non. Soyons le ou un des acteurs qui va faire changer la filiale agroalimentaire française. Ça change tout. Dans les stratégies qui sont mises en place, ça va tout changer. Dans le management,
ça va aussi tout changer. Parce qu'on ne gère pas, on ne manage pas une équipe, un groupe de projet, un comité de direction, son propre comité de direction, même si on n'y est pas, de la même manière. Donc ça a un impact dans la totalité de nos savoir-faire. Puis bien entendu, à chaque fois que je me repositionne, à chaque fois que j'ouvre que je change les choses, toutes les personnes qui sont dans mon environnement, encore plus si c'est mon équipe et qu'en plus je leur dis allez-y et que je leur donne les moyens de le faire, mais ça va avoir un impact et toutes ces personnes vont y aller, un peu plus, vont y aller. Et en continuant les traits, qu'est-ce que c'est que cet espace-là ? Ce sont toutes les situations concrètes qui sont créées. Et là, c'est le avant-après dont nous parlait Christophe. Nous sommes une petite équipe, petit chiffre d'affaires, qui avons un impact sur 45 éleveurs. Et puis voilà, et puis c'est bien, mais voilà. Ah, d'un seul coup, mais pas du tout en fait. Bien au-delà. Et ça crée des choses. Ça crée quoi concrètement ? Je me mets en mouvement pour faire bouger au sein du groupe Danone. Je me mets en mouvement pour faire bouger la filière de l'agroalimentaire. J'impulse des choses nouvelles. Et là, la créativité, elle est juste extraordinaire parce que là, c'est chacun, en fait, qui a des idées, qui impulse, qui propose. Donc, les situations concrètes sont très différentes. Le sens. Et si on continue, en fait, qu'est-ce que c'est que cet espace ? Les impacts. Nous sommes là pour parler des impacts. Les impacts et les effets sur la planète et sur les êtres humains. Rien à voir. Donc vraiment, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Un repositionnement, qu'est-ce que c'est ? Un repositionnement, c'est une prise de conscience suivie d'une décision. Et c'est ça dont il s'agit. Et ça se passe en nous, et ça se passe dans le savoir-être, parce que c'est là qu'il y a un impact le plus large possible, parce que ça va toucher toute la chaîne, les savoir-faire, les situations concrètes, et c'est là que vous allez pouvoir atteindre l'objectif qui vous tient tellement à cœur. Et ça donne quoi d'autre concrètement ? Quand on est là, c'est quoi ? En fait, c'est plus de résultats, avec plus de facilité. C'est moins de stress et plus de plaisir. Et c'est ça la performance. C'est là où vous l'avez, la véritable performance. Et le sens, bien entendu, on échangeait au déjeuner sur le fait que dans les équipes, mais ça n'a rien à voir. Il y avait déjà du sens, bien sûr. Mais là, ça n'a rien à voir de savoir que je suis acteur et créateur de ça, ça change tout. Et donc, c'est un cercle vertueux, en fait, qui va venir nourrir d'autres initiatives, d'autres impacts extrêmement positifs. Et c'est ce qu'en leadership éthique, en fait, nous appelons la responsabilité. Responsibility. Être capable de répondre à une situation, à un enjeu. C'est-à-dire accepter d'avoir conscience de ce qui est en train de se jouer et y répondre. Être capable de répondre. Et ce n'est pas la notion franco-française là, de « Ah, je porte la terre entière ». Et donc c'est ça en fait qui va vous permettre à chacun d'entre vous, parce que quand on parlait du village gaulois et de ce... vous l'avez vécu. Si vous êtes ici, c'est que vous l'avez vécu et que vous cherchez comment aller plus loin. Et c'est là où vous allez pouvoir le faire, réellement, concrètement. Et une personne suffit. Dans l'entreprise, l'organisation, quelle qu'elle soit, une personne suffit, où qu'elle soit dans l'organisation. Nous l'avons vu dans des grands groupes internationaux, un collaborateur fraîchement rentré, fraîchement diplômé, depuis 2 ans dans l'entreprise, qui se repositionne et qui fait changer, qui fait évoluer la stratégie du groupe. Donc il n'y a pas de... Nous avons tous cette capacité-là. Vous avez tous cette capacité-là. Quel que soit le cœur de métier, ça fonctionne. Nous fonctionnons dans tous les cœurs de métier. Ouais. On est au bout du temps. Oui. On prend une ou deux questions juste. Alors, il n'y a pas une question sur l'application si vous souhaitez poser la question. On est presque au bout. Est-ce qu'il y a Il reste 5 minutes. Voilà, est-ce qu'on a le temps pour échanger sur une ou deux questions en gardant vos masques si vous êtes à moins de 2 mètres des autres, en parlant bien fort.
Voilà, c'était juste une autre manière de le montrer, à quel point en fait notre savoir-être a un impact sur la totalité de nos savoir-faire et donc sur les situations concrètes et quel que soit le secteur d'activité, aussi divers que l'économie, l'énergie, l'art. Je crois qu'il y avait une question au fond. Si vous voulez vous lever, oui, juste qu'on vous entende bien. Pardon, hein, merci. Moi, j'ai une question sur la dernière chose que vous venez d'évoquer sur le fait que n'importe quel collaborateur, quelle que soit sa place dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, peut être leader de cette transformation et du changement. On dit beaucoup qu'il faut commencer, quand vous avez parlé juste avant, par le top management et le CEO qui doit incarner le changement. Oui. Comment ça se passe de ça vers eux quand c'est plus bottom-up comme ça? Est-ce que vous pensez que c'est essentiellement lié à une diffusion transversale? Comment il fait? C'est une question. Par exemple, oui. un junior, s'il arrive avec toute sa volonté de changement, comment fait-il? Il passe par son manager, il y a un... Alors après, dans les modalités, il y a plein de choses. Ça peut aller directement voir le dirigeant. Et c'est vraiment une question d'affirmation, en fait. C'est une question d'être vraiment à l'écoute de cette envie qu'il y a en chacun d'entre nous, de développer la conscience du potentiel que nous avons et d'oser et de nous donner les moyens, tout en étant aussi avec quelque chose que nous travaillons beaucoup en leadership éthique, qui est le non-jugement. Et le non-jugement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ne pas attacher de réactions ou d'émotions négatives vis-à-vis de personnes ou de situations ou de choses qui se passent. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment travailler le non-jugement quant à moi et ma capacité de pouvoir dire et faire les choses, et le non-jugement quant à la capacité de la personne que j'ai en face de moi à pouvoir entendre, ouvrir et elle-même se connecter à ce dont il est question. Et donc, il y a plein d'outils qui existent au sein du leadership éthique pour travailler ça, bien sûr. Maintenant, c'est vraiment ça le point clé. Peut-être aussi accepter que les choses prennent du temps. Oui. Dans le slide que je vous ai partagé tout à l'heure, c'était un long et sinueux chemin. La vision, ça peut être dans 30 ans. Par contre, la théorie du changement et le plan d'action et la stratégie, c'est tout de suite. Et donc peut-être que le junior, il va impulser quelque chose à son niveau, dans son service. En ayant la vision globale, c'est à ça que sert la vision de où il veut aller, où elle veut aller au bout, mais en se donnant le temps et en lâchant prise parfois sur le temps que ça peut prendre. Moi, je me suis mis en route il y a 15 ans pour mettre fin à la déforestation. Désolé, hein, vous avez lu la presse comme moi, je n'ai pas réussi. Pour autant, on a fait pas mal de belles choses et notamment, je crois, on a pu aider dans sa trajectoire une entreprise. Peut-être qu'elle aidera justement à réorienter la filière agroalimentaire pour qu'elle utilise en France, par exemple, moins de soja brésilien. Vous voyez, et ça aura un impact, peut-être indirect, mais qui est dans la vision globale déjà, de la forêt. Vous voyez? Donc, chaque jour suffit aussi à vous voyez? Et après, oui, bien sûr, faut que ça soit pris que le leadership revienne en haut pour que ça aille rapidement, et voilà. Mais n'oubliez jamais non plus que les dirigeants sont des êtres humains comme nous tous, qu'ils ont aussi des tas de choses, et que le nombre de fois où nous et où j'ai entendu oui Gwenola, tu as raison, c'est ça qu'il faut faire, mais j'ai pas le courage de le faire. Donc à chaque fois en fait que quelqu'un se positionne et se repositionne, c'est aussi envoyer un message fort en disant mais en fait non, vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Et c'est des choses qui ont besoin d'être entendues par les dirigeants. Merci à toutes et à tous. Bonjour.
fais le tour, comme ça je te vois pas. Il y a une estrade, mais je te vois mieux.